Bien le bonsoir, voici les titres de ce journal. La lettre prêtée à Guy Marius Sagna dénonçant ses conditions de détention est une pure fiction. Le directeur de la prison qui l'indique souligne s'être entretenu pas plus tard que ce matin avec le faux expéditeur qui, dit-il, souligne qu'il n'a ni écrit ni fait écrire, sans doute une tentative de manipulation de l'opinion. La menace de l'intersyndicale des travailleurs de la SDE, la sénégalaise des eaux. Ses membres contestent les 5% qu'on leur a alloués dans les parts de la future société de gestion. Taboula rasa au Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade dissout le secrétariat exécutif national du parti et multiplie les rencontres avec des responsables de l'opposition et de la société civile. L'invité du vendredi, Souleymane Boun Daouda Diop, il est le directeur de la haute compétition et directeur exécutif du comité d'organisation de l'Afro-Basket qui démarre demain, samedi, à Diamniadio. Je retrouve notre invité en fin d'édition dans la salle de rédaction. Bienvenue à tous. Abdoul Mbaye se braque face à la justice sénégalaise. L'ancien Premier ministre estime que celle-ci a été instrumentalisée dans l'affaire de son divorce. Le président de ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail, condamné pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie. Il ne reconnaît pas les faits. Mbaye qui a profité de son entretien avec Ibrahim Kamara pour dénoncer ce qu'il appelle une mauvaise gestion des deniers publics par le pouvoir en place. En voici le compte-rendu. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye est surpris par la décision de justice qui concerne son divorce avec son ex-femme. Mais une décision que je ne peux pas encore expliquer, ni moi, ni mes avocats, puisque la décision a été rendue en audience. Nous avons depuis essayé de trouver l'arrêt du président Hamadi Diouf, mais cet arrêt n'existe toujours pas. Alors c'est étonnant. Voilà bientôt 3 ans que je suis poursuivi pour un usage de faux qu'on ne m'a pas encore présenté. J'ai demandé, mais quels sont les biens, quels sont les avoirs que j'aurais tenté d'escroquer à la dame Aminata Diagne. Jusqu'à présent, personne n'est capable de me lister ces biens, de me citer ces biens, non plus de me dire par quels moyens j'ai tenté. L'opposant dénonce une manipulation de la justice en sa défaveur. Mais c'est évident, c'est évident. Pour moi, en tout cas, on exécute un ordre. Bon, maintenant, on va voir. Mais ce qui nous intéresse, puisqu'il s'agit d'un ordre reçu par un magistrat ou des magistrats, ce qui nous intéresse, c'est les motivations. Et puis, on va rester dans le cadre du système judiciaire sénégalais. La plainte déposée contre l'ancien ministre de l'Énergie, Aly Ngouille Ndiaye, est un devoir, selon lui, pour éclaircir la lanterne aux Sénégalais. Il y a eu de fausses informations données sous la signature du ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui a trompé, pour l'instant, retenons cette hypothèse, qui a trompé le président de la République et qui a trompé le Premier ministre de l'époque, c'est-à-dire Abdoul Mbaye. Le président refuse de porter plainte, Abdoul Mbaye porte plainte. Le leader du parti ACT a aussi dénoncé ce qu'il appelle la gabegie du pouvoir. Selon lui, c'est ce qui a poussé l'État du Sénégal à adopter une politique d'ajustement structurel. Une lettre signée Guy Marius Sagna adressée à l'administration de la prison de Rebeuss dont la teneur dénonce justement ces conditions de détention. Eh bien, que nenni, si l'on en croit le directeur de la maison d'arrêt et de correction, un individu mal intentionné a tenté de manipuler l'opinion par cet acte. Le principal concerné n'a ni écrit ni fait écrire selon le directeur du pénitencier, Augustin Mandang Oumar Kane. C'est un démenti sec. Guy Marius Sagna dit n'avoir ni écrit, ni fait écrire, ni transmis une quelconque lettre à l'administration de Rebeuss.
Ce sont les mots du directeur de la prison. On a dit que le directeur de la maison d'arrêt de Rebeuss a reçu une lettre de Guy Marius Sagna parlant de ça, de ça, de ça et de ça. Donc, en tant qu'autorité de l'établissement, ayant une population carcérale à gérer, mon devoir, ce n'était pas d'entrer dans cette polémique. C'était d'abord d'appeler le concerné dans mon bureau, d'en discuter avec lui. La seule question que je lui ai posée, je lui ai dit, indépendamment de ce qui a été dit, ça, ce n'est pas mon problème. Mais la seule question que je vous pose, c'est est-ce que vous m'avez adressé une lettre? Il m'a répondu non. Je ne sais même pas ce dont on parle. Je dis sur la RFM, on a dit ça et ça et ça et ça. Il m'a carrément dit, moi je ne vous ai pas écrit une lettre, je n'ai pas fait sortir une lettre. Moi je n'ai pas reçu de lettre et Guy Marius en personne, je dis en personne, m'a confirmé qu'il ne m'a pas remis de lettre, qu'il n'a pas fait sortir de lettre. Je ne sais pas s'il a parlé avec ses avocats ou quelqu'un d'autre s'est sorti d'un autre paramètre. Quelqu'un a parlé avec la presse pour lui dire Guy a dit ça et ça et ça. C'est des rumeurs. Mais le fait est constat, il n'y a pas de lettre. Lettre ou pas lettre, le directeur de la prison dément toute forme de maltraitance à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Dans chaque métier, il y a ce qu'on appelle les règles. Nous sommes régis par des lois et règlements. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, partout, je peux vous donner des ouvrages, vous lisez. Il y a des règles à suivre pour un détenu arrivant. Les formalités de fouille sont dedans. Donc on respecte les règles conformément à la réglementation pénitentiaire. On fait des techniques de fouille, mais on a aménagé des locaux. On ne fouille jamais deux détenus à la fois. Des locaux, des box ont été aménagés pour servir en privé de local de fouille. C'est entre le détenu et l'agent. Une lettre que Guy Marius Sagna aurait écrite et transmise au directeur de la prison de Rebeuss fait la une de plusieurs organes de presse depuis hier. Une correspondance que l'activiste nie être l'auteur, selon le directeur de la prison. Omar Khan et Augustin Mandang étaient à la réception d'un nouveau bâtiment au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé la cérémonie. Cette rénovation devrait améliorer les conditions de vie des détenus, mais également des agents. Voici Mamadou Saliou Sow, il est le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice. Écoutez. ñëw nañu fii gis nañu quand même réhabilitation bi ak équipement pavillon bi. Nous avons vu la réhabilitation et l'équipement du pavillon. Si vous voyez le travail, vous saurez que la principale préoccupation du gouvernement est de mettre les détenus dans de meilleures conditions. Mooy mettre détenus yi ñoo xam ne dañ leen di jàpp ci kaso mettre leen dans les conditions les meilleures. Avec la réhabilitation de ce pavillon, non seulement on améliore les conditions de vie carcérales des prisonniers, mais on améliore aussi les conditions de travail des agents. Et cela prouve que notre pays respecte les droits humains. Et puis ce réaménagement à la tête de la police sénégalaise, le commissaire Seydou Bokariad devient le directeur général adjoint de la police nationale, poste vacant depuis le départ de Ousmane Sy. Yad était jusque-là le directeur de la police judiciaire. Sénégalaise des eaux, SDE, l'intersyndicale menace de couper les robinets. À l'origine de cette menace, justement, la désapprobation des 5% alloués aux travailleurs. L'intersyndicale exige que l'on reconsidère le partage des parts de la future société qui aura en charge la distribution de l'eau au Sénégal. Le porte-parole de l'intersyndicale, Eliman Diouf, avec Cheikh Hassan Fall. Nous, on a dit que les 5% sont relativement très faible par rapport à tout ce que nous avons fourni dans le secteur. Si l'État a quitté dans l'ancienne société 5% pour aller à 25%, parce que les travailleurs ont fourni beaucoup d'efforts pour que l'entreprise ait des résultats, pour qu'elle aille dire, en vendant la société, maintenant, je me retrouve dedans, je vais prendre 25% de part. Et nous, comme on l'a dit, on était peut-être même avec les 5% qu'on avait dans le capital initial de SDE, nous n'étions pas représentés dans le conseil d'administration. Mais aujourd'hui, c'est cette erreur-là que nous voulons corriger dans le processus actuel. Donc c'est cet appel-là que nous lançons à l'État pour qu'elle sache que nous tenons à avoir plus de ces 5% dans le capital de la future société.
parce que c'est nous qui avons fait des résultats jusqu'à ce qu'ils veulent qu'ils puissent mettre le processus là en planche. Maître Abdoulaye Wade dissout le secrétariat exécutif national du Parti démocratique sénégalais, annonce qui coïncide avec un balai de responsables de l'opposition et de la société civile chez l'ancien président de la République. Attendu prochainement également un lifting de la tête du Parti libéral. El Hadj Malick Cissé. Au PDS, il n'existe plus de secrétariat exécutif national. Dans un communiqué publié jeudi, Maître Abdoulaye Wade remercie son adjoint, en l'occurrence Oumar Sarr, ainsi que tous les membres du bureau de cette formation politique. Le dernier renouvellement au Parti démocratique sénégalais a eu lieu en 2014. Pour le patron du PDS, il est nécessaire de remanier le secrétariat national pour prendre en charge les mutations et les nouveaux changements. Wade ne s'arrête pas là. Il annonce la formation d'un nouveau secrétariat exécutif national dans les prochains jours. En toile de fond, la prochaine nomination de plusieurs secrétaires généraux nationaux adjoints qui auront en charge, souligne le communiqué, la coordination des activités du parti. Enfin, le PDS prépare une tournée nationale pour les élections locales, les élections législatives et la présidentielle prévue en 2024. El Hadj Malick Cissé, cette décision du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais était nécessaire. C'est du moins l'avis de Babacar Dieng. Aux yeux du journaliste analyste politique, le Parti démocratique sénégalais a besoin de se refaire une santé. Cependant, il s'interroge sur la méthode du pape Dussopi. Écoutez-le. Mais le problème du PDS, c'est que maintenant, beaucoup de responsables sont partis. Il lui faut aujourd'hui rajeunir peut-être les instances. Il lui faut également changer ce qui était là avant. Et je crois que le seul fait de désigner d'autres personnes qui pourront le représenter dans les différentes localités, je crois que c'est une manière également de changer la structuration du parti au niveau local. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été à partir de vente de cartes, ça n'a pas été de manière démocratique. On peut penser que c'est la seule personne, Abdoulaye Wade, qui va encore choisir des interlocuteurs dans ces localités. Est-ce que ce sera en phase avec la base, avec les militants? On ne sait pas encore. Mais nécessairement, dans la perspective des élections locales de 2020, il lui faut changer le parti. Peut-être que également, ça aura comme conséquence positive, peut-être, de donner beaucoup plus d'énergie et de tenue à ces jeunes ou à ces membres qui sont là depuis longtemps, mais qui n'ont aucun poste de responsabilité. Babacar John, journaliste, analyste politique, des propos recueillis par Cheikh Hassana Fall. Pallier le déficit de matériel didactique et expérimentaux dans les établissements, rendre les enseignants aptes à utiliser justement l'outil informatique de l'ordinateur au smartphone en passant par la tablette, un moyen de relever le niveau des élèves dans les apprentissages des sciences, des mathématiques et des langues en utilisant les TIC. C'est entre autres l'objectif de l'atelier de formation sur la pédagogie par l'image numérique sensible au genre, par la synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. Cher Sall. Les enseignants doivent avoir les aptitudes d'améliorer l'expression écrite et orale dans les langues en utilisant les technologies de l'information et de la communication pour favoriser la diversité des situations d'apprentissage. Les apprenants doivent aussi être capables d'exploiter des vidéos, des images, des simulations et des animations pour mieux assimiler des concepts scientifiques. Le numérique est un vecteur de croissance, c'est un vecteur de développement. Et donc, c'est une opportunité qui s'offre en fait à l'enseignement sénégalais, au système éducatif sénégalais, pour améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage dans son ensemble. Parce qu'on sait qu'à l'école, c'est formellement interdit dans les règles de l'utilisation du portable. Mais on peut utiliser par exemple des portables sans puce et les assister et les demander tout simplement à se limiter tout simplement à l'utilisation donc des informations qui sont utiles pour dérouler un bon apprentissage. Dans les médias récemment, il y a eu beaucoup de débats sur les élèves ne lisent plus, et ils n'apprennent plus comme avant. Et c'est normal, le monde évolue. On ne peut pas vivre comme il y a 50 ans, c'est pas possible. Et donc il nous faut moderniser donc notre façon d'enseigner, permettre à l'élève qui ne veut pas prendre un livre avec lui, mais d'avoir par exemple son cours ou un livre qui lui plaît, une histoire qui lui plaît sur son smartphone, sur sa tablette. L'éducation au numérique devient de nos jours incontournable pour les apprenants, mais aussi pour les enseignants. Le numérique, un couteau à double tranchant. Le numérique est aujourd'hui un outil incontournable. Il nous faut trouver les voies et moyens
pour que les jeunes l'utilisent le mieux possible, de la façon la plus efficiente, pour s'améliorer, pour réussir, sans pour autant trop se blesser. On ne peut pas dire que tout ce qu'on trouve dans l'image soit négatif. Parce qu'il y a des aspects négatifs du net, mais aussi nous avons des aspects positifs. Et maintenant, c'est ces aspects positifs que nous allons prendre en charge et les corréler avec nos enseignements apprentissages pour faire en sorte que les jeunes puissent bénéficier donc, de ces images numériques. Donc, ces images numériques vont nous faciliter le travail. Dès lors, l'innovation pédagogique s'impose pour une meilleure prise en charge des paramètres nouveaux qui accompagnent pour la plupart un vent de modernisme et de modernité. Ainsi, pour répondre aux besoins et aux attentes réelles des jeunes apprenants, les acteurs du système éducatif doivent mieux se pencher sur ces questions de changement et d'innovation qui s'imposent pour le bien-être et la réussite des élèves. L'appel au combat contre les ordures dans les rues de Dakar. Les marchands de Colobane s'engagent avec leurs propres moyens. Ils ont installé des poubelles dans le marché pour combattre l'insalubrité. Pour eux, il incombe à chaque citoyen de veiller à la propreté de son lieu de travail. Gorgui Diaoucham et Babacar Touré. Marché Colobane, le temple de la friperie. Ici, l'occupation anarchique des trottoirs contraste avec les récentes dispositions prises par des commerçants pour assurer la salubrité des lieux. De leur propre chef et sur leur propre denier, ils viennent de déployer des poubelles pour la collecte des ordures générées par le marché. Nous avons déjà commencé. Quand on installait ces poubelles, la campagne n'était pas encore lancée. On avait demandé à la mairie de le faire, mais ils ont tardé à répondre. C'est par la suite qu'on a pris nos propres moyens pour acheter le matériel. Je pense qu'avec l'implication de tous, la propreté est bien possible. Depuis qu'on a commencé, je sens une amélioration, surtout sur le plan de la santé. Ces commerçants n'attendent personne ni rien pour agir. Pour libérer le Sénégal de la saleté, chaque citoyen au niveau où il se trouve a une responsabilité. Aussi, insiste-t-il sur la nécessité d'une plus grande sensibilisation ainsi que des mesures d'accompagnement. Chacun doit garder propre son lieu de travail. Moi, je nettoie cette place tous les jours avant de rentrer. Il faut aussi qu'on ait des poubelles dans la rue. Je pense qu'avec ça, on pourra faire reculer l'insalubrité. Unanimement, les Sénégalais interrogés se disent en faveur de la bataille engagée contre l'insalubrité qui règne en maître dans la capitale. Ils exhortent les autorités à ne pas se borner à de simples déclarations. Il faut prendre des décisions concrètes pour des résultats concrets. Ce partenariat entre le gouvernement sénégalais et la fondation Tomi Eloumelou, justement, cette fondation qui aide les jeunes à l'entrepreneuriat, justement, le 26 juillet dernier, Tony Eloumelou, économiste, investisseur et philanthrope nigérian, avait invité le président Macky Sall au forum de la fondation qui porte son nom, une rencontre annuelle regroupant des milliers de jeunes entrepreneurs du continent. Et depuis la mise en place de ce projet pour financer 10 000 jeunes africains pendant 10 ans, une trentaine de jeunes Sénégalais en ont profité, et puis des Sénégalais 14 justement en 2019, sa fondation Tony Eloumelou a signé avec la DER un partenariat pour accompagner une centaine de jeunes Sénégalais. Il nous a accordé cet entretien à ITV. Le président et moi avons discuté d'un large éventail de sujets, en particulier l'économie sénégalaise et de l'appui du président aux jeunes entrepreneurs sénégalais. Le ministre de l'économie, Amadou Hott, était présent et sur le plan économique, nous avons beaucoup échangé sur la manière dont le groupe Vivier pouvait soutenir le gouvernement sénégalais dans le développement de votre pays. Nous avons discuté des infrastructures, nous avons évoqué le dossier de la SAR, la Société africaine de raffinage, nous avons parlé du développement de certaines villes. Et je dirais que j'ai été très impressionné par l'audace de la vision politique du président. Tony Eloumelou, PCA de UBA et président de Tony Eloumelou Foundation. L'intégralité de l'entretien à suivre sur ITV à 20h30, mais également sur emedia.sn.
Ce vendredi, 2,5 millions de musulmans ont débuté le pèlerinage, 5e pilier de l'islam. Et puis, la crise politique en Italie avec Matteo Salvini, le Premier ministre, qui réclame des élections anticipées. Mais nous ouvrons cette page internationale par la formation d'un nouveau gouvernement en Mauritanie et sous le signe de la continuité. C'est un récit de Hassan Gueye. Vainqueur de l'élection présidentielle du 22 juin dernier, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a nommé hier son premier gouvernement. L'attelage est dominé par des technocrates chargés d'assurer la continuité. La formation du nouveau gouvernement intervient 10 jours après l'investiture du président. La nouvelle équipe devra relever les défis de la réforme du système éducatif mauritanien et injecter plus d'équité territoriale et sociale dans le pays. Une équipe se met en place, une autre vole en éclats. En Italie, Matteo Salvini, le Premier ministre, a exigé la tenue d'élections législatives anticipées. La coalition au pouvoir, instaurée il y a 14 mois, ne devrait pas survivre aux tensions nées entre la Ligue du Nord de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles. L'alliance, très chahutée du reste par les observateurs, s'est fracassée sur des divergences économiques, le dossier des migrants et dernièrement sur un projet de ligne à grande vitesse. C'est le rêve de tout musulman qui en a les moyens. L'accomplissement du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Plus de 2 millions de musulmans du monde entier ont entamé ce vendredi le pèlerinage annuel de la Mecque, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Les autorités saoudiennes ont mis en garde toutefois contre toute forme de politisation au moment où les tensions s'accumulent au-dessus du golfe Persique. Tabaski 2019, les Silènes salivent certainement déjà à l'idée de griller la viande de mouton. L'heure est au moyen maintenant de se faire plaisir. Je ne vous en dis pas plus. Suivez ce reportage de Nar Diop et Ndeye Mariam Gueye. L'Eid el-Kabir représente pour les musulmans la fête du sacrifice, le mouton en l'occurrence. L'occasion est mise à profit par de nombreuses familles pour rivaliser d'ingéniosité autour de la cuisine. Au nombre des menus qui sont prévus le jour J, les grillades figurent en bonne place. Pour ce faire, les Sénégalais s'arrachent le matériel de cuisine essentiel composé de fours, fourneaux et autres grillages. Cette dame est tout sourire. Elle vient de décrocher un four pour l'occasion de la fête. Je suis venue acheter un barbecue, mais finalement, j'ai acheté un four, car c'est bien fait, vraiment. Pour cette année, les prix ont augmenté. Elle a payé plus cher. Oui, c'est trop cher même par rapport à l'année passée. Mais bon, on comprend aussi, c'est par rapport à la taille et le modèle. Pour le vendeur, les tarifs sont raisonnables. Tout dépend de la qualité du produit. La cherté des prix se justifie. Les prix vont dépendre du modèle que vous aurez choisi. En réalité, il y en a pour toutes les bourses. Pour autant, la clientèle se fait encore désirer, mais il n'y a pas encore de quoi désespérer. Actuellement, le marché est au ralenti. Certains viennent ici mais n'achètent rien. D'autres, par contre, préfèrent attendre la veille. C'est une belle occasion de se réunir en famille autour d'une bonne grillade faite maison. On en salive déjà. Afrobasket 2019, les Lions du Sénégal ont reçu aujourd'hui le drapeau national des mains du ministre de la Jeunesse et de la Construction, Néné Fatoumata Tall,
qui a invité les filles à faire montre de courage et de détermination pour la victoire finale. Le Sénégal qui part à la conquête, je le rappelle, d'un 12e titre continental. Nous retrouvons justement Souleymane Boun Daouda Diop. Il est le directeur de la haute compétition et directeur exécutif du comité d'organisation de l'Afrobasket. Mais avant, revivez la cérémonie de remise de drapeau. Amogor Robert Nyang était sur place pour vous. La capitaine de l'équipe nationale de basket, Astou Traoré, a reçu le symbole de la nation des mains du ministre en charge de la jeunesse, des instants précieux, empreints d'une grande solennité. Cher Lyon, c'est un moment solennel. On vous remet le drapeau national pour aller défendre les couleurs de la nation. Aujourd'hui, on a l'habitude de le dire, c'est dans les terrains de sport que se déroulent les guerres. Donc vous avez l'obligation de défendre vaillamment, avec abnégation, courage et détermination. Ainsi, votre statut de représentant de la nation vous oblige à ne ménager aucun effort, aucun sacrifice pour remporter le trophée continental. Les Lionnes du basket ont perçu 5 sur 5 le message officiel. Elles sont déterminées à brandir le trophée à l'issue du tournoi. Nous avons bien saisi le sens du message des officiels. Nous sommes également conscientes de l'importance du drapeau national. C'est une source de motivation et de détermination pour nous. Le message est entendu. Nous avons pris toutes les dispositions. Les compétitions de l'Afrobasket sont prévues à Dakar Arena, implantée à Diamniadio, à la sortie de la capitale, raison pour laquelle les Lions ont invité les Sénégalais à venir les pousser à la victoire finale. Nous demandons aux Sénégalais de venir massivement nous soutenir. Nous avons besoin du soutien de tout le peuple pour gagner cette compétition continentale. Le Sénégal part à la conquête de son 12e titre continental avec une équipe mixte composée de joueuses expérimentées mais aussi de novices. Pour rappel, le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie de l'Égypte et de la Côte d'Ivoire. Souleymane Boun Daouda Diop, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Vous êtes, je le disais, le directeur de la haute compétition, par ailleurs directeur exécutif du comité d'organisation de l'Afrobasket. Alors ce soir, l'interview ne sera pas classique. Quand nous avons l'opportunité de vous avoir sur un plateau, nous allons en profiter pour justement faire une photographie panoramique de la haute compétition au Sénégal et également essayer de faire le point de la situation pour ce qui est de la haute compétition chez nous et avec, si vous le permettez, avec votre complicité, un protocole assez télégraphique. Mais pour démarrer, nous allons démarrer avec l'Afrobasket. Vous êtes par ailleurs le directeur exécutif, je le disais, du comité d'organisation. Alors, où en êtes-vous à moins de 24 heures justement du démarrage de cette compétition qui sera accueillie par Diamniadio? Merci Khalifa. Je voudrais savoir saluer les téléspectateurs de ITV et vous dire que pour l'événement, l'Afrobasket Dakar 2019, tout est fait prêt. Tout est fait prêt. Nous avons accueilli toutes les équipes. Elles sont dans de bonnes conditions et nous espérons demain avoir le président de la République dans cette grande fête de la jeunesse sportive africaine pour l'ouverture. Les derniers réglages, tout est réglé. Tout est réglé. On a tenu une réunion aujourd'hui à 10 h à Diamniadio avec la gendarmerie, les forces de la police, tout le monde. Et effectivement, tout est au point. Alors le budget global de cet Afrobasket, plus de 2 milliards de francs CFA, ventilés comme tel. Il me semble 700 millions pour l'organisation, 400 millions pour la préparation la prise en charge de façon globale des Lions. Alors, plus d'1 milliard de francs CFA, pour quel objectif? Plus d'1 milliard de francs CFA, d'abord pour accueillir au Sénégal la jeunesse sportive, parce que nous le devons à cette jeunesse africaine, parce que n'oubliez pas, les compétitions internationales, c'est aussi un moment de raffermissement de l'unité africaine. Oui. C'est aussi faire honneur à nos basketteuses qui nous ont valu beaucoup de satisfaction sur le plan continental. C'est aussi participer à la revalorisation de l'arène de Dakar Arena. Parce que quand on a une infrastructure de cette nature,
il nous faut quand même accueillir l'Afrique pour leur montrer ce que le Sénégal fait pour sa jeunesse. Alors qu'est-ce que le Sénégal justement apporte comme innovation cette année au niveau de l'organisation? Mais d'abord, il faut comprendre que cette organisation, c'est un coup de main que le président de la République a donné à l'Afrique. Parce que cet événement n'était pas prévu dans l'agenda. Mais la FIBA Afrique n'avait pas où partir parce que la RDC avait décliné l'offre. Et en moins de 2 mois, ils sont venus au Sénégal solliciter le président de la République qui a répondu favorablement, montrant ainsi son attachement à la jeunesse et son attachement au sport. Donc, comme je vous le dis, investir dans le sport, quand même, c'est un investissement durable parce que ça nous permet de participer à la gestion de notre jeunesse. Ça nous permet aussi de nous faire naître des vocations. Oui. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que des jeunes filles, après l'événement, puissent en masse aller s'affilier dans les fédérations pour développer le basket et faire prendre en charge l'héritage. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas simplement calculer cet événement en termes de coût, mais aussi il faudrait mesurer la rentabilité. Tout à fait. Alors, comme je le disais à l'entame de cet entretien, interview non classique, télégraphique et panoramique, la perspective de la préparation des Lions du Sénégal pour la Coupe du monde de basketball. Effectivement, aujourd'hui, les basketteurs sont en Italie. Ils ont fait un premier match contre l'Italie où on a été, vraiment, le score était 111 à 56. Mais il faut comprendre, on est arrivé en Italie à 16h pour jouer à 20h. Oui. Donc, la fatigue aidant, nous avons effectivement subi une lourde défaite. Mais on s'est ressaisi aujourd'hui et on a battu le Venezuela. Et je pense donc que c'est les conditions de voyage qu'il faut revoir. Oui. C'est les délais de traitement des visas qui nous a posé ce problème-là. Mais nous avons quand même bon espoir que le Sénégal, comme il avait fait à Séville en 2015, puisse défendre valablement les couleurs de l'Afrique. Alors le choix du coach a pu soulever un certain débat, comme l'absence de Malaye Ndoye et d'autres. Bon, au Sénégal, malheureusement, maintenant, tout est objet de polémique. Mais le ministère et la fédération se sont accordés sur les termes d'un contrat. Nous ne pouvons pas imposer à un coach d'accepter les termes de contrat. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vu que dans les contrats, la clause de réserve ne l'arrange pas. Et nous ne pouvons pas payer quelqu'un qui va nous critiquer ou bien qui va porter des jugements. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Nous payons un coach pour préparer les jeunes à des compétitions. Mais pas à donner des jugements de valeur sur notre politique, sur nos infrastructures ou sur autre chose. Donc, étant donné qu'il ne peut pas accepter la clause de réserve, la fédération a tiré les conclusions. La clause de réserve. La clause de réserve que vous êtes payé pour entraîner l'équipe nationale et pour la faire participer à des équipes. Mais vous n'avez pas à attaquer votre employé. Vous le savez vous-même, vous ne pouvez pas être à ITV et passer votre temps à critiquer les responsables de ITV. Ce n'est pas possible. C'est ça, seulement la clause de réserve. Il y a aussi une petite différence sur le salaire. Parce qu'il réclamait 7 000. Il semble qu'il s'agit plus d'une question de statut que de salaire. Non, il y a un problème de salaire, il y a un problème de statut. Est-ce que vous infirmez que vous n'avez pas voulu l'engager en tant que prestataire? Mais écoutez, à part le sélectionneur national de football, tous les autres entraîneurs sont des prestataires de services. Parce que le basket se regroupe... C'est précaire. Le basket se regroupe 3 à 4 fois par an. On ne peut pas payer quelqu'un à ne rien faire. On lui a demandé, on lui a proposé de payer par pige. À chaque fois que l'équipe nationale se regroupe, on va payer. Mais comme vous le savez, nous utilisons des expatriés. Donc, les entraînements, c'est seulement au moment des compétitions. Et ça va durer 2 semaines, 3 semaines. Ce que nous faisons, c'est de payer au moment des regroupements. Mais un bon salaire. Parce que c'est ce que nous avons fait avec lui durant le premier contrat. Et là aussi, je précise que nous ne devons rien à personne. Nous avons tout payé. Ça me semble inquiétant quand le directeur de la haute compétition dit qu'on ne peut pas payer un coach à ne rien faire. Et vous rajoutez que ces tâches sont ponctuelles. Cela vient corroborer justement tous ceux qui dénoncent, tous ces Sénégalais, qui dénoncent le manque de vision dans notre politique sportive.
Mais écoutez, c'est pas, ça dit, notre politique sportive ne se résume pas à la prise en charge d'une équipe nationale. Notre politique sportive, c'est tout. C'est bien ce que je dis. Nous avons, c'est effectivement parce que nous avons une bonne politique sportive que nous préférons utiliser l'argent que nous devons payer à des coachs à ne rien faire. Parce que comme je vous le dis, mais c'est ça qui est aberrant et inquiétant en même temps. Payer un coach à ne rien faire, c'est quand même compliqué. Mais c'est pourquoi on l'a refusé, c'est pourquoi on ne l'a pas fait. Nous avons dit que l'équipe nationale de basket se regroupe en moyenne 4 fois par an pour une durée de 1 à 2 semaines. Donc, vous utilisez des joueurs professionnels qui sont en Europe, aux États-Unis et en Asie. Quand vous les regroupez au Sénégal pour une compétition, on vous paye. Parce que là, vous travaillez. Mais le reste du temps, il peut participer à la formation de la petite catégorie. Non, ça c'est révolu à la direction technique nationale. Le sélectionneur national s'occupe de l'équipe nationale. Très bien. Et s'il participe à la formation, il est payé pour ça. Mais ce n'est pas son rôle. C'est la direction technique qui s'occupe de la formation. Lui, son rôle, c'est de gérer l'équipe nationale A. Les autres aspects de la formation, la petite catégorie, le basket local est confié à une direction technique nationale. Très bien. Alors nous revenons justement au concept de notre ITV spécial ce soir sur ITV. Les Jeux africains au Maroc du 20 au 30 août 2019. Où est-ce qu'on en est? Là aussi, on s'est réunis aujourd'hui de 10h à 13h avec les 15 fédérations. Parce qu'au départ, nous avions prévu d'amener au Maroc 18 fédérations choisies sur des critères clairs. D'abord, c'est des fédérations qui ont des compétitions nationales. Ensuite, ce sont des fédérations qui sont dans la performance. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est d'amener en Afrique que les fédérations nationales qui sont performantes. Et sur cette base, nous avions choisi 18 fédérations. Mais malheureusement, il y a 3 qui ne vont pas partir. Le handball, parce que le handball avait... Le handball est en D parce que le handball a perdu l'entraîneur de Djaraf, Ndeye Diawara, que nous présentons, Ndeye Dramé, et nous présentons nos condoléances à sa famille au nom du ministre des Sports, Matarba. On était même à la levée du corps à la mosquée de Karak. Donc le handball ne peut pas partir parce que simplement le handball avait misé sur son équipe féminine qui est basée en France et les clubs français n'ont pas voulu les libérer parce que les Jeux africains ne font pas partie de l'agenda de la Fédération internationale de handball. Tout à fait. Il y a la gymnastique qui avait des problèmes de passeport et qui finalement a désisté parce qu'elle ne veut pas y aller avec des chances moindres de médailles. Il y a le basket à 3 qui avait aussi un retard sur les pré-accréditations. Donc finalement, c'est 15 fédérations qui vont partir pour défendre les couleurs du Sénégal et essayer de faire mieux qu'à Brazzaville, où nous avions 35 médailles, 7 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 18 médailles de bronze. Aujourd'hui, l'objectif que nous avons fixé aux fédérations, c'est 40 médailles, dont 10 en or. C'est l'objectif que nous avons fixé. Alors, il est aussi beaucoup question du statut du sportif de haut niveau. Où est-ce que vous en êtes? Alors, nous avons fait les textes. Comme vous le savez, le ministre avait donné le code du sport au Comité national olympique et sportif sénégalais qui devait faire ces observations et nous attendons toujours les observations du Comité national olympique et sportif sénégalais. C'est ce qui nous bloque. Et là, il y a le statut des sportifs de haut niveau, il y a la Commission nationale du sportif de haut niveau, il y a la classification des compétitions de haut niveau. Comme vous le savez aujourd'hui, nous avons cette année 31 fédérations qui vont aller aux compétitions internationales. Il est vrai que nous n'avons pas 31 fédérations compétitives. Mais du fait que nous avons l'option pluridisciplinaire avec l'égale dignité des fédérations, nous sommes dans l'obligation de les amener. Mais le jour où on aura classifié les compétitions de haut niveau, nous saurons effectivement qui doit aller en Afrique et qui doit rester au Sénégal pour travailler pour le Sénégal. Parce que nous avons stratifié les objectifs. Il y a des fédérations qui doivent d'abord conquérir le Sénégal. Parce que leur pratique n'existe qu'à Dakar et dans certaines régions. Et il faudrait qu'ils puissent donner la possibilité à tous les jeunes Sénégalais qui veulent pratiquer leur discipline, quelle que soit leur position dans le territoire national, qu'ils puissent le faire.
Donc, il faudrait que les fédérations puissent étendre leurs activités dans les 14 régions. Il y a d'autres qui doivent conquérir la sous-région, c'est-à-dire l'espace CEDEAO, avant d'aller en Afrique. Et maintenant, avant d'aller au monde, il faut maintenant forcément avoir un podium africain. On n'emmènera au championnat du monde que les athlètes qui ont des médailles en Afrique. Très bien. Parce que maintenant, on est Alors, fini avec le tourisme. Très rapidement sur 3 points. D'abord, les générations 2020-2024 dans la perspective des Jeux Olympiques. Alors, dans la perspective des Jeux Olympiques, nous avons, nous, ministère des Sports, mis en place un document que nous allons soumettre au comité olympique et aux fédérations. Oui. Nous voulons qu'en 2019, qu'il y ait une détection au plan national. Que tous les jeunes qui auront entre 15 et 18 ans en 2022 puissent être détectés pour qu'on puisse prendre les meilleurs. Parce qu'il faut donner à tous ces jeunes-là la chance de dire « j'ai représenté le Sénégal aux premiers Jeux Olympiques organisés en Afrique ». Et en 2020, ce sera des sélections départementales qui vont aboutir en début 2021 à une sélection nationale. Et de 2021 à 2022, ce seront des équipes nationales qui vont défendre le couleur du Sénégal en 2022. Parce que comme vous le savez, il y a 2 défis que nous devons relever. Le défi de l'organisation. Et ça, on n'est pas inquiet parce qu'il y aura non seulement l'État, mais il y aura l'apport du CIO. Mais le défi de la participation, gagner des médailles pour le Sénégal, ça c'est le véritable défi parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, notre petite catégorie, à part les sports collectifs, n'est pas performante. Alors, nous sommes rattrapés par le temps, donc du coup nous terminons sur le taekwondo avec certains qui ne participeraient pas au championnat du monde. Comment l'expliquer? Mais il faut l'expliquer par le fait que nous sommes un pays sous-développé, nous ne pouvons pas répondre à toutes les invitations. Et nous avons préféré mettre l'accent sur les Jeux africains que sur les championnats du monde où nos chances de médaille ne sont pas vraiment énormes. Mais il y a certains qui vont participer. C'est-à-dire c'est ceux qui sont au Sénégal que nous demandons de parfaire leur préparation en vue des Jeux africains. Mais ceux qui sont en Europe, c'est-à-dire vont participer au championnat du monde. Parfait. C'était un privilège, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Souleymane Boun Daouda Diop, il est le directeur de la haute compétition et directeur exécutif du comité d'organisation de l'Afro-Basket. Je vais vous laisser vous adresser aux Sénégalais pour justement le succès que l'on attend dans cette compétition. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir? Alors, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que nous avons demandé au chef de l'État d'accepter d'organiser cette compétition pour reconquérir le titre africain. Parce que nous comptons sur l'apport du public. Il y a des il est vrai que la Tabaski mobilisé 30 bus, mais il est vrai à la Tabaski, mais nous voudrions que les Sénégalais se collent à l'équipe. Très bien. Parce qu'avec l'apport du public, nous sommes assurés de gagner la coupe. Diop, merci d'avoir été avec nous ce soir. Khalifa. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Retrouvez Solo Diarumpa dans Djukum Khibari, ce sera à 23h. Demain, 19h45, vous serez en compagnie de Adama Anouchkaba. Mais dans un peu moins de 3 minutes, retrouvez l'entretien exclusif que Tony Elumelou a accordé à ITV. Elumelou, qui est le président de la fondation Tony Elumelou Foundation et également PCA du groupe UBA. Excellente soirée à toutes et à tous et bonne fête de Tabaski pour ceux qui se rendent à l'intérieur du pays. Au revoir. We'll be right back.